Première question, comment est-ce que vous quatre, avec Gilles Lartigot, Corinne Gouget et Claire Séverac, en êtes venus à cette conférence Alerte à la santé ? L'idée, elle a été lancée par Corinne Gouget. Visiblement, il y a eu un de ses auditeurs, un de ses lecteurs, qui a lancé une fois, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une conférence avec Gilles Lartigot, Claire Séverac et Thierry Casasnovas ? Et donc, elle a lancé l'invitation. Je connaissais pas vraiment, je connaissais Gilles par Oui-Dire, je connaissais Claire par Oui-Dire, Corinne, on se connaissait un petit peu, et donc on s'est rencontrés il y a un mois, tous, et voilà, ça a été une belle rencontre et une complémentarité dans les discours, on va dire. Dans vos vidéos, vous parlez beaucoup de perturbateurs endocriniens et de la lymphe. Est-ce que vous pourriez nous donner la définition de ces termes ? Alors, c'est deux choses bien différentes. La lymphe, c'est effectivement quelque chose dont on parle peu, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de parler du sang. Le sang, c'est un petit peu le liquide nourricier du corps, c'est ce qui apporte l'oxygène et ce qu'on appelle les nutriments, ce qui va venir nourrir les organes. Et on parle peu de la fonction d'élimination, c'est-à-dire qu'on parle de la fonction de nourriture, on parle peu de la fonction d'élimination. D'ailleurs, c'est vrai à l'échelle du corps humain, c'est vrai à l'échelle de toute la société. Tout ce qui est élimination, recyclage, les ordures, c'est pas très glamour, c'est pas le genre de choses auxquelles on s'intéresse particulièrement. Or, dans le corps, il y a aussi cette fonction d'épuration qui est assurée par un liquide qu'on appelle la lymphe. Et donc, on se rend compte souvent que ce qui est limitant pour l'état de santé, c'est pas tant l'apport de matériaux pour nourrir le corps que la fonction d'épuration. Le parallèle que je prends souvent, c'est que si des éboueurs s'arrêtent de faire leur travail dans une ville, eh bien la ville, elle croule sous ses immondices en quelques jours et c'est pas la peine d'apporter de nouvelles denrées, de toute façon c'est complètement saturé. À l'échelle du corps, c'est la même chose. À force de ne pas s'occuper de cette fonction d'épuration, eh bien, il y a une forme de congestion qui s'établit dans le corps et à ce moment-là, eh bien, la fonction même d'assimilation, elle est perturbée. Et donc, les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose de complètement différent. Ce sont des produits qu'on retrouve dans notre environnement et qui vont perturber le fonctionnement de tout le système qu'on appelle le système endocrinien, qui est un peu le système qui va réguler la majorité des fonctions vitales de l'organisme. Quel est votre avis sur le lait de soja et sur le soja en général ? Pour moi, ce sont des poisons massifs. Je définis comme poison tout produit qui est inapproprié à la nutrition humaine, c'est-à-dire que ce n'est pas adapté. On peut survivre, le problème, c'est la définition qu'on a fait de l'alimentation humaine. On nous définit comme des omnivores, c'est faux. Omnivore, ça veut dire qu'il ne meurt pas immédiatement s'il mange des choses différentes de son régime habituel. Le soja, on peut en manger, on ne meurt pas tout de suite. On meurt à petit feu. Le soja est un perturbateur endocrinien majeur. C'est le fruit aussi de toute une idéologie, de toute une mécanique productiviste. Pour moi, ce n'est pas un aliment, c'est tout. Donc je le classe parmi les poisons, point. Vous dites souvent avec Gilles Lartigot que nous ne sommes pas faits pour consommer du lait de vache et des laitages en général. Où peut donc-on trouver le calcium qui est indispensable pour l'assimilation des vitamines et la solidité des os s'il faut éviter les laitages ? Alors, ce qui est le plus amusant là-dedans, c'est que on a montré que les populations qui consomment le plus de laitage sont les populations les plus décalcifiées. Pourquoi ? Parce que les laitages, les produits animaux, ont une caractéristique, ils sont dits acidifiants pour l'organisme et ils vont venir au contraire consommer les réserves de calcium de l'organisme. Le calcium, on le trouve de façon totalement biodisponible dans les végétaux verts en particulier. Le problème, c'est qu'on confond, on a l'habitude de considérer les aliments comme si on les étudiait en éprouvette. C'est-à-dire qu'on prend du lait de vache, on regarde combien il y a de calcium sans se poser la question de savoir si le corps va pouvoir en faire quelque chose. Dans du sable, il y a de la silice. Si on mange un grain de sable, on ne va pas absorber la silice, on ne va pas se reminéraliser. Et ça, cette question, on ne se l'est jamais posée. Si on consomme du lait de vache, non seulement on ne va pas fixer le calcium, mais en plus, le lait de vache étant acidifiant pour l'organisme, il va consommer les réserves de calcium de l'organisme. Et on montre bien que les populations du nord de l'Europe sont parmi les plus décalcifiées qui soient. Quels sont les risques liés à la surconsommation de protéines ? Là aussi, c'est assez amusant parce que c'est un petit peu la tarte à la crème de quand quelqu'un devient végétarien. On lui dit où est-ce que tu trouves tes protéines ? Et donc, on considère que la consommation de produits animaux est importante pour la quantité de protéines qu'elle va apporter. Alors, je dis toujours, c'est faux. C'est absolument faux. Ce qu'on va chercher dans la viande, c'est absolument pas les protéines. Parce que les protéines, c'est simple. A priori, les protéines, ça sert au développement, à la croissance musculaire et à la croissance tissulaire. La période de vie où on a la plus grande croissance tissulaire et musculaire, c'est quand on est un bébé. C'est la période de vie où on construit le plus de tissu.
le lait maternel est a priori l'aliment le plus adapté pour la croissance des bébés. À ce que j'en sais, et jusqu'à preuve du contraire, c'est l'aliment le plus adapté. Il contient 7% de protéines en valeur calorique, c'est-à-dire très faible. C'est une quantité très faible qu'on retrouve facilement dans un régime composé de fruits et de légumes. Donc, dans les produits animaux, c'est absolument pas les protéines qu'on va aller chercher. Ce qu'on va aller chercher, ce sont des hormones et des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est ce qui sert au fonctionnement du système nerveux. Les hormones, c'est ce qui sert au fonctionnement de tout le système glandulaire. Et pourquoi est-ce qu'on va aller les chercher là-dedans ? Parce que nous sommes tellement épuisés, fatigués, congestionnés, que nous n'avons plus la capacité de les produire nous-mêmes. Donc on va chercher dans les animaux, quelque part, des auxiliaires qui vont les produire pour nous. Et c'est pour ça que la consommation de produits animaux, ça fait cette espèce d'effet de kick, de stimulation. Pourquoi ? Parce qu'on va consommer des neurotransmetteurs qui vont aider à faire fonctionner le système nerveux. Donc on fait quelque part, en faisant de la provocation, je dis souvent que l'on vampirise les animaux, c'est-à-dire qu'on leur demande de produire pour nous quelque chose que nous ne sommes plus capables de produire. Alors c'est la preuve de la dégénérescence de l'être humain et c'est en aucun cas quelque chose d'inéluctable. Mais en tout cas, ce n'est pas pour les protéines que nous avons besoin de produits animaux. C'est juste parce que nous sommes tellement dégénérés, particulièrement au niveau du système digestif, que nous n'avons plus la capacité de produire tous les neurotransmetteurs et tous les hormones nécessaires. Selon vous, existe-t-il une relation entre la malbouffe, qui est une nourriture bourrée d'hormones, et les adolescences précoces que l'on peut observer ? Oui, oui, c'est le simple fait que, particulièrement dans les produits animaux, eh bien pour hâter la croissance des animaux, on les nourrit d'hormones, on les pique avec des hormones extrêmement acidifiantes comme la testostérone, comme les anabolisants, et que ces hormones, on ne s'est pas posé la question, mais on les retrouve dans la viande. Donc quand on les consomme, effectivement, il y a une croissance beaucoup trop rapide des individus qui ne va pas de pair avec une croissance psychique et qui ne va pas de pair non plus avec une croissance musculaire et tissulaire. Et donc on en arrive à des enfants qui sont grandis trop vite, qui commencent à se courber parce que certaines fonctions sont mises en place et pas d'autres. Et donc il y a un déséquilibre complet au niveau physique. Et puis ce sont des enfants qui sont complètement perdus avec des corps d'adolescents alors qu'ils ont encore une mentalité d'enfants de 8 ans et ils ne savent plus du tout où ils en sont. Au niveau de la santé et de l'alimentation, pensez-vous qu'il existe une connexion entre le corps et l'esprit ? Et si oui, comment est-ce possible ? Je pense qu'il y a une connexion entre le corps et l'esprit, c'est même un peu mon dada. Alors, à titre de provocation, j'ai tendance à ne pas rendre le parti inverse de ce qui est fait actuellement. C'est-à-dire que on est une civilisation qui hyper valorisons les processus psychiques et donc l'intellect. La tête est en haut et on a mis tout au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'on a développé une approche psychologisante des maladies à l'extrême. Moi, je défends le parti inverse, c'est-à-dire une approche très physiologique, en disant que finalement, il n'y a pas de pensée qui ne soit pas cellulaire. C'est-à-dire que nos pensées, elles ont besoin d'une trame cellulaire, elles ont besoin de matière pour s'incarner. Les pensées n'existent pas sans corps. Et l'état de ce corps va conditionner exactement le fonctionnement de ces pensées. Et on le voit parce que les maladies dites psychiatriques, que pour l'instant on ne sait pas guérir, tout ce qu'on sait c'est les contenir à coups de camisole chimique, eh bien on se rend compte que les maladies dites psychiatriques sont en fait la plupart du temps des maladies dites digestives. C'est juste des problèmes de digestion poussés à l'extrême. Et qu'une amélioration du régime alimentaire conduit à des améliorations drastiques dans des atteintes de type autisme, Alzheimer, bipolarité, schizophrénie. Et donc finalement, le domaine du tout psychologique, il vole en éclats. Il n'y a pas de psycho sans soma quelque part. Il n'y a pas de psycho sans physio, je veux dire. Il n'y a pas de psychologique sans physiologique. Il n'y a pas de pensée sans cellules. Ouais, tout à fait. Mais si on fait des catégories séparées, alors que c'est pas possible. On est un être, on est un totem, on est un individu. Individu, ça veut dire qu'il ne peut pas être séparé. Alors on fait un côté physiologique, on fait un côté psychologique. Moi je dis, toute pensée est cellulaire et toute cellule est le fruit d'une pensée. Et quelque part, ça montre à quel point on fait des catégories, mais on a du mal à penser cette interconnexion, cette espèce d'intrication qu'il y a entre les deux, dans lequel l'un nourrit l'autre. Et dans l'approche du trouble qu'on appelle maladie, il y a toujours chez un individu une prépondérance physiologique, une prépondérance psychologique, mais c'est jamais uniquement l'un ou uniquement l'autre. Et c'est les deux qui doivent marcher de pair. Le truc, c'est que ce qui est assez amusant, c'est qu'on construit des idéologies qui nous conviennent très très bien.
puisque le cerveau était le chef et qui contrôlait tout le fonctionnement du corps, on a placé toute la responsabilité du fonctionnement du système nerveux dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on a dit que tous les neurotransmetteurs étaient produits au niveau du cerveau. Manque de chance, il y a un chercheur qui s'appelle Michael Gerson, un neurobiologiste, et puis à sa suite de nombreux autres chercheurs, qui ont montré que plus de 80% des neurotransmetteurs étaient produits dans les intestins. Ce qui fait que les intestins ne sont pas le second cerveau, comme on se plaît les appeler, mais le premier cerveau. C'est-à-dire que le fonctionnement de notre système nerveux, il est à 80% régi, et 80, ça monte jusqu'à 90% maintenant de plus en plus, il est à 80-90% régi par le fonctionnement de nos intestins. Donc il est à 80-90% régi par ce que nous mettons dans nos intestins. Donc dire que le fonctionnement psychique nerveux d'un individu est conditionné par ce qu'il mange, c'est de plus en plus légitime. Est-ce normal d'avoir des coups de barre pendant la digestion ? Non, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. De toute façon, j'ai une formule, qui est un peu une formule en porte-pièce, qui dit quand il y a douleur, il y a erreur. S'il y a un coup de barre, c'est pas une douleur aiguë, mais ça reste une douleur, c'est qu'il y a erreur. C'est que nous consommons des produits qui demandent beaucoup trop d'énergie pour la digestion. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits pour lesquels nous ne sommes pas faits. Et c'est simple, quand on me demande pourquoi sommes-nous faits, nous sommes faits pour consommer des fruits et des légumes. L'anatomie comparée nous le prouve. Nous avons le même système digestif que les grands singes évolués. Je ne dis pas que nous sommes des grands singes, je dis que simplement nous avons le même système digestif et leur régime alimentaire est principalement végétal, en très grande partie, cru bien sûr, et nous sommes faits pour digérer ça. Et quand on donne à un individu à manger des aliments pour lesquels il n'est pas fait, eh bien il va dépenser énormément d'énergie pour décomposer ces aliments, parce que la digestion, ça reste la décomposition du complexe en simple, mais comme on se nourrit avec des aliments qui sont bien trop complexes pour nous, eh bien ça demande une énergie colossale. Existe-t-il des risques pour la santé d'une consommation 100% crudivore et ou 100% frugivore ? À part d'accéder, de s'affranchir de pas mal de thérapeutiques, à part de retrouver beaucoup d'énergie, à part de retrouver beaucoup de joie, je fais de la provocation, mais non, il n'y a strictement aucun danger. Et il y a des milliers de gens de plus en plus qui prouvent par leur exemple que non seulement il n'y a aucun danger, mais qu'au contraire leur vie ça les trouvait bouleversée, transformée pour le meilleur. Le manque de protéines n'est jamais un problème. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on fait une transition alimentaire et qu'on arrête de bombarder le corps avec des aliments que j'appelle des poisons, il s'ensuit un moment, simplement un moment, dans lequel va s'activer la fonction de nettoyage du corps. Et pendant ce moment de nettoyage, alors à ce moment-là, il peut y avoir des signes qu'on appelle des symptômes, et qui vont être des signes de nettoyage et qui, s'ils sont mal interprétés, vont être interprétés de façon négative. C'est en aucun cas négatif. Il peut y avoir une perte de poids, ça sera une perte de matières grasses qui stockent des matières toxiques et ensuite, il va y avoir une reprise de poids en tissu sain. C'est jamais quelque chose d'inéluctable. C'est une phase de nettoyage. Et quelque part, on dit souvent que pour construire du neuf, mais des fois, il faut un peu élaguer le vieux. Eh bien, on voit automatiquement un élagage qui se fait. Pourriez-vous nous donner, selon vous, 2 aliments à éviter d'urgence et 2 aliments à privilégier dans notre alimentation ? 2 aliments à éviter d'urgence, c'est tout vu, c'est tous les produits à base de gluten, c'est-à-dire tous les dérivés du blé. Le blé moderne est un poison violent, un neurotoxique particulièrement très très violent, et tous les produits laitiers. Tous les produits à base de lait, tous les produits à base de gluten, tous les produits à base de lait. Donc tous les produits à base de gluten, c'est-à-dire tous les produits dérivés du blé, les pâtes, tous les produits qu'on va trouver à partir du blé. 2 aliments à privilégier, alors je vais avoir mes petites préférences, mais ça va être 2 aliments que je vais choisir parmi les fruits et les légumes. Je vais dire les épinards et les bananes, par exemple. Voilà. Mais c'est un exemple, je fais pas de catégorie spécifique. Allez, voilà, en hiver, c'est 2 aliments qu'on va trouver qui sont... La banane, il a été défini comme le fruit le plus physiologiquement adapté à l'humain. Ah ouais, c'est la panacée, ouais. Tu me l'as fait dire, ouais, c'est la panacée. On va trouver le plus grand contenu minéral dans les légumes. Les fruits sont plutôt des agents nettoyants du système. Mais le fruit est l'aliment normal, physiologique, parfait pour lequel nous avons été élaborés. L'organisme humain a besoin des fruits pour fonctionner et c'est l'aliment parfait de l'humain. Ça, c'est indéniable. Et ça fait quand même maintenant plus d'un siècle ou 2 qu'on le dit. Le mot de la fin, c'est que finalement,
Moi, ce qui me fascine toujours, c'est qu'avec des petits changements alimentaires, finalement, on croit se lancer dans un nouveau régime ou une nouvelle approche alimentaire, et c'est tout un mode de vie qu'on découvre. Et quand on découvre à quel point finalement le mode alimentaire influence les processus psychiques, c'est une nouvelle personnalité qu'on découvre. Donc c'est pour ça que souvent on me dit, ouais, moi, un tel a tel caractère, un tel a tel caractère. Moi j'ai envie de lui dire, attends, il a le caractère de ce qu'il mange. Et je pense particulièrement aux enfants qu'on décrit comme hyperactifs, colériques, agressifs. Moi j'ai dit, ton enfant, il n'est pas agressif, il a le caractère pâte à la carbonara. Ton enfant, il n'est pas hyperactif, il a le caractère produit laitier. Supprime-lui les produits laitiers et tu vas voir le caractère qu'il va développer. Alors je ne dis pas que c'est obligatoirement facile, ça demande des étapes de transition, ça demande à être appris, c'est une toute nouvelle culture qu'on doit élaborer tous ensemble. Mais il y a des vrais challenges de société, parce que de toute façon, les générations qui naissent de plus en plus sont de plus en plus faibles au niveau de la physiologie, et avec un environnement qui devient de plus en plus contraignant, la distance entre les deux, entre un affaiblissement des organismes et un environnement qui devient de plus en plus contraignant, ça ne va pas pouvoir tenir très très longtemps. Donc il y a urgence, et je vois que ça bouge, donc ça c'est joyeux.